Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci déjà d'avoir vaincu les difficultés pour venir jusqu'ici et de prendre sur votre temps du repas pour assister à cette conférence sur la thématique de l'entrepôt et de l'automatisation, comment conjuguer ROI et résilience. Je suis Alain Ferrand, je suis directeur Warehouse Solutions chez Jung Rich France, leader mondial de l'intralogistique. Nous sommes un groupe familial allemand qui fête ses 70 ans cette année et qui propose une gamme complète d'équipements comprenant chariot élévateur, rayonnage, système de manutention manuelle et automatisé et services innovants associés. Et pour cette conférence, je partage la parole avec Sylvia. Bonjour à tous, Sylvia Monteagudo. Je suis en charge du développement commercial pour les systèmes automatisés au sein de Jung Rich pour toute la région Europe Nord-Ouest, Middle East et Africa. Et donc je suis ravie de participer avec cette conférence avec mon collègue Alain. Merci Sylvia. Avant de commencer, je vous propose juste de rebalayer rapidement les principaux sujets de cette conférence. Bien entendu, donc on va parler d'entrepôt. Je ne vais pas avoir la prétention de vous expliquer ce qu'est un entrepôt. On va simplement parler d'un lieu de stockage de marchandises. On va parler aussi d'automatisation. Donc l'automatisation, on parle de réduire, voire de complètement supprimer tout ou partie des tâches manuelles. On parle d'automatiser des flux de marchandises, mais aussi bien entendu des flux d'informations. On parle de ROI. Donc le fameux retour sur investissement que nous connaissons tous et qui va bien au-delà du simple secteur de la supply chain. Pendant de nombreuses années, la supply chain a plutôt été perçue comme étant une source de coûts. Et bien heureusement, maintenant, elle est plutôt perçue comme étant créatrice de valeur et source de croissance. Et il est communément admis aujourd'hui qu'une organisation logistique performante est une condition nécessaire à la croissance d'une entreprise. Le dernier terme de cette conférence est la résilience. Donc la résilience, à la base, il s'agit d'une caractéristique des matériaux qui définit la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Mais ici, on est plutôt dans la capacité à surmonter des chocs et des chocs violents, des chocs traumatiques. Voilà. Alors, des changements, nous en vivons et nous sommes vraiment dans une permanence de ce changement. Par exemple, aujourd'hui, on est tous plutôt en attente de produits qui sont personnalisés, qui sont disponibles rapidement. Rapidement, dans les années 80, c'était 48 heures chrono, je ne sais pas si vous vous souvenez. Rapidement, aujourd'hui, c'est 15 minutes. Aussitôt valider la commande sur l'application, on s'attend à ce que le livreur frappe à la porte. Quand on regarde comment ça se passait du côté plutôt de la production, on voit qu'au milieu du 19e siècle, on était plutôt sur quelque chose d'assez artisanal, avec une production quasiment à la façon de toutes petites unités. Et puis, au fur et à mesure du développement, on est allé vers une production de masse, où là, au contraire, on est allé vers une standardisation et vers de grandes quantités. Tout ceci s'est développé et s'est amplifié. Et puis, sous l'impulsion de la demande et sous l'impulsion des clients, est apparue cette nécessité finalement de personnaliser et de sortir du modèle de choix restreints pour aboutir aujourd'hui à une situation où on est quasiment dans de la différenciation retardée. Donc tout ceci a des impacts bien entendu sur le système de production. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais schématiquement, on passait de lignes qui étaient assez rigides et qui étaient dédiées à une typologie de produits à des lignes qui se deviennent flexibles, voire qui deviennent même reconfigurables. Tout ceci, bien entendu, a des impacts sur la partie logistique. Donc cette évolution et peut-être même cette révolution, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère une accélération des flux. Et cette accélération des flux, elle est nécessaire pour répondre aux contraintes de fabriquer toujours plus vite et à la demande le plus tard possible. Ce nouveau mode de production aussi va va créer de nouveaux flux. On va avoir l'apparition davantage de rompus qu'on va devoir réintégrer en stock, voire dans le cadre d'un site de production qui ouvrirait un canal de distribution comme le e-commerce, la fameuse gestion des retours qui nous occupe tous. Quand on regarde quels sont les impacts côté logistique, ce qui nous intéresse,
Cette accélération des flux, forcément, elle a un impact sur les moyens d'approvisionnement des différentes lignes qui vont devoir être plus rapides et plus flexibles. Le fait de produire davantage et de personnaliser davantage, ça va nécessiter finalement d'augmenter le nombre de références en matières premières ou d'articles de conditionnement. Les murs sont rarement extensibles, donc on va chercher à densifier le stock. Et de l'autre côté, en même temps qu'on multiplie le nombre de références en matières premières, on va augmenter le nombre de références en produits finis, ce qui conduit à multiplier le nombre de références. Là aussi, ça a un impact sur la façon de stocker les produits, parce qu'on va être sur des configurations différentes. Enfin, bien entendu, on a un impact sur la taille des lots, à faire de la différenciation retardée, on fractionne, et donc on se retrouve avec davantage de petits lots à gérer. Finalement, dans cet écosystème en mutation, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est parti d'une organisation et d'une supply chain qui serait plutôt robuste, et finalement, c'est-à-dire ce qu'on va lui demander, c'est plutôt de s'opposer et de résister au changement, pour passer à une supply chain qui va être flexible, dans laquelle on va commencer à planifier et à programmer certaines adaptations, et arriver à une supply chain agile qui, elle, va avoir une certaine capacité à s'adapter à des changements qui ne sont pas forcément prévus. Alors le changement, c'est notre quotidien, et le changement, il accélère. En fait, ce qu'on peut voir dans ces dernières années, simplement, on a vécu coup sur coup la pandémie de Covid. L'année suivante, c'était un porte-conteneurs qui bloquait le canal de Suez. Et l'année dernière, c'est l'apparition d'un conflit à nos portes en Ukraine. Donc tout ceci a des impacts sur la supply chain, conjugués aux effets du changement climatique. Non pas que ce soit un phénomène qui soit nouveau, mais c'est plutôt l'ampleur et les conséquences qui deviennent de plus en plus visibles. Quand on s'intéresse à la vitesse d'adoption des innovations, on se voit qu'avant Internet, il était nécessaire il y avait des contraintes physiques importantes et qui nécessitaient des investissements dans les moyens de production assez lourds. Il fallait construire des usines, trouver de la main-d'œuvre, acheter des stocks. Une fois que la marchandise était produite, il fallait créer des canaux de vente et actionner de la publicité pour pouvoir démocratiser et que cette innovation se diffuse. C'est ainsi que, quand on regarde le temps qu'a mis l'automobile à atteindre le seuil de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, il a fallu 62 ans. Un peu plus près de nous, quand on pense au téléphone, alors je ne parle pas du smartphone qu'on a tous dans nos poches, mais le bon vieux téléphone à cadran, là on était sur une durée du demi-siècle. Et ainsi de suite, pour arriver jusqu'au téléphone portable, celui que là on a dans notre poche, qui a nécessité 12 ans pour atteindre ce fameux seuil de 50 millions d'utilisateurs. L'arrivée de la digitalisation et du numérique fait que maintenant, on peut créer des innovations simplement en répliquant ou en dupliquant un code informatique pour un coût marginal qui va être très faible. Et du coup, ça va permettre aux innovations de se propager comme une traînée de poudre. Facebook, c'est 3 ans. Instagram, c'est 2 ans pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Pokémon Go, comme vous pouvez le voir, c'est 19 jours. Et la dernière information que j'ai pu recueillir, c'est l'application indienne de traçage du Covid-19 qui, en 2020, a mis 13 jours à atteindre ce seuil de 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Tout ceci pour dire que en fait, le changement devient la norme et que nos supply chains font face à cette pression. Donc il y a cette pression effectivement du changement. Il y a aussi des évolutions majeures dans nos habitudes de consommation. On veut une expérience digitale, voire même phigitale. On veut consommer local et on veut consommer de façon respectueuse de l'environnement. La conjoncture aussi est nouvelle. Aujourd'hui, vous connaissez tous les problématiques liées à la disponibilité de la main-d'œuvre, la transition énergétique qui est une nécessité, et aussi les tensions qu'il y a sur le foncier. Tout ceci conjugué avec la notion de bien-être au travail, Sylvia, pour améliorer le confort et la qualité de vie au travail. Finalement, ça veut dire que l'agilité n'est plus suffisante et qu'aujourd'hui, il faut maintenant mettre en œuvre de la résilience.
La résilience étant bien cette capacité à survivre à des changements après avoir subi des impacts sévères. Et c'est exactement ce qu'on vient de vivre dans les dernières années. Il est donc devenu indispensable de mettre en place une supply chain repensée qui soit un modèle d'agilité, de durabilité et de résilience. Alors, attardons-nous un petit moment sur les chaînes d'approvisionnement qui avaient été conçues à l'époque pour optimiser les coûts. Dans le contexte mondial qu'on connaît depuis quelques années et que Alain vient de parcourir, ces chaînes d'approvisionnement étaient chamboulées et très perturbées. En 2022, Accenture publie un rapport au sujet de l'avenir des chaînes d'approvisionnement en Europe. Dans ce rapport, ils indiquaient que 30% de la valeur ajoutée totale de la zone euro dépendait du bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Donc imaginez, 2021 arrive, les flux de marchandises et de personnes s'arrêtent, l'impact que ça a pu avoir sur cette zone euro. Et en effet, ils ont estimé toujours sur ce rapport que ça aurait coûté 112 milliards de pertes de PIB sur 2021, rien que sur la zone euro. Alors que les chaînes d'approvisionnement et l'Europe étaient encore très perturbées suite à cette pandémie Covid, en 2022, la crise russo-ukrainienne vient affaiblir davantage cette situation. Qu'est-ce qui met en exergue ce rapport? C'est que ce n'est plus suffisant d'être une optimisation des coûts pour les supply chains. Elles doivent devenir agiles, s'adapter en permanence aux changements répétés et constants dans les environnements. Elles doivent être résilientes pour devenir davantage des moteurs de croissance et pour l'économie de demain. Donc nous y revoilà, la résilience, cette capacité à se remettre de chocs traumatiques. Les chaînes d'approvisionnement doivent s'adapter aux évolutions très rapides maintenant de l'offre et de la demande. Elles doivent être prêtes à absorber les ruptures en créant des stocks de sécurité stratégiques. Elles doivent permettre la création de réseaux décentralisés justement pour se rapprocher des points de vente, mais surtout des consommateurs finaux, dont les préférences évoluent très rapidement en matière de produits numériques, locaux et respectueux de l'environnement. Alors justement, c'est pour apporter cette résilience que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'automatisation. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'automatisation? Donc, vous voyez un entrepôt, je pense que vous connaissez tous très bien cet écosystème où vous allez vous retrouver des équipements mobiles, des équipements fixes, des opérateurs logistiques qui vont réaliser des réceptions de marchandises, des préparations de commandes, réaliser des inventaires, le tout orchestré par le cerveau, le cœur du système, le logiciel de gestion d'entrepôt, le WMS. Ben, ce WMS est très souvent le premier pas des entreprises dans la mécanisation. Ensuite, avec la croissance, avec les difficultés qu'on connaît tous de pénurie de foncier, de personnel, ce voyage va pouvoir continuer en ajoutant de l'automatisation dans les équipements mobiles avec des robots, des chariots sans chauffeur, dans les équipements fixes avec des systèmes de stockage automatique, avec des systèmes de convoyage, des systèmes de préparation de commandes en gouttes sous personne, des trieurs, ainsi de suite. Et le WMS va venir aussi accompagner cette évolution et cette surcroît d'automatisation en s'adossant en général d'un WCS, un Warehouse Control System ou un Logistic Manager qui vont faire que ces ensembles d'équipements manuels ou automatiques vont fonctionner en tant que système. Alors, nous avons vu comment automatiser. Quels sont les avantages qu'on peut attendre de l'automatisation?
Alors pour ça, nous avons interrogé nos clients en 2020 et nous leur avons posé la question sur finalement qu'est-ce qu'on pouvait attendre de l'automatisation. Donc sur les 11 réponses qui sont arrivées en premier, 6 concernent le sujet du retour sur investissement. Alors sous divers aspects, on parle de productivité ou d'efficacité, donc là on est plutôt sur un aspect indirect. On parle de baisse des coûts opérationnels, on parle d'accélérer les flux. Accélérer les flux est aussi une façon d'optimiser le retour sur investissement. On parle d'une meilleure utilisation de l'espace. On parle aussi de limiter les écarts de stock ou encore d'améliorer l'inventaire. Donc tout ceci montre que l'automatisation est effectivement un levier fort pour générer du retour sur investissement court. Le deuxième levier que nos clients nous ont remonté, c'est celui de la digitalisation. On le voyait déjà apparaître au travers du sujet de l'inventaire et des écarts de stock, puisque c'est quelque chose que la digitalisation permet de maîtriser. Mais ça correspond aussi à des attentes sur un meilleur tracking, un meilleur suivi, une amélioration de l'expérience client, davantage de transparence et finalement une meilleure planification. Enfin, le dernier levier qui est apparu, qui n'est pas encore aussi prégnant qu'il l'est à l'heure actuelle, c'est la notion d'amélioration de sécurité pour le travail et pour le personnel, sous-entendu les prémices de ce que l'on ressent aujourd'hui concernant la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. C'était quelque chose qui existait déjà, mais plutôt sur certains bassins d'emploi, et qui aujourd'hui a tendance à se généraliser. Maintenant, quand on élargit le spectre et qu'on regarde l'industrie de façon plus large, c'est une étude qui date de 2022, et cette étude finalement montre que ce que l'industrie de façon générale attend de l'automatisation, c'est un impact positif sur la vitesse, sur la sécurité, la qualité et aussi la capacité de production. Et on voit apparaître quelque chose qui là aussi prend de plus en plus d'ampleur, c'est cette prise en compte finalement de l'impact environnemental. Mais quid de l'agilité dans tout ça? Lorsque nous sommes consultés pour un premier projet de mécanisation, les clients nous demandent souvent de prendre en charge 100% des flux. Mais ce n'est pas toujours la bonne solution pour trouver une flexibilité et une agilité, le fait de mécaniser 100% des flux. Une autre fausse idée reçue qui revient souvent dès qu'on commence à prendre en compte les études de data de flux dans les entreprises, c'est d'essayer de mécaniser 100% des activités, et en plus sur les activités de pointe. Donc le pic ou le pic du pic, qui est souvent un casse-tête, n'empêche, pour les organisations. En fait, c'est pas non plus toujours la solution, parce qu'on va se retrouver à dimensionner un système qui va être beaucoup trop important pour pouvoir absorber ces pics du pic. Et donc, du coup, les ROI qu'on va réussir à avoir vont être beaucoup trop longs. Donc, justement, c'est en essayant de mixer, en analysant ces données, on va pouvoir identifier effectivement tout ce qui relève du récurrent dans l'organisation et tout ce qui relève de l'exceptionnel ou de l'activité en pic. Et donc, on va pouvoir proposer des systèmes où on va mélanger de l'automatisation pour les opérations les plus récurrentes et venir en complément ajouter des systèmes plus manuels ou semi-manuels pour ajouter le surplus de performance nécessaire pour passer les pics. Et donc c'est justement comme ça qu'on va arriver à trouver des ROI beaucoup plus rapides. Alors, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir justement, lors de cette analyse, anticiper comment augmenter la part d'automatisation et justement phaser les projets pour toujours être dans le meilleur compromis entre investissement et retour sur investissement. Aujourd'hui, une grande majorité d'organisations fonctionnent déjà sur ces modes mixtes où ils augmentent progressivement la part de mécanisation tout en conservant une part prépondérante d'activités manuelles en parallèle.
D'ailleurs, une enquête que nous avons menée auprès de nos clients récemment sur le sujet, l'entrepôt du futur, 84% des interrogés étaient sûrs que l'humain aurait toujours une place importante dans cet entrepôt du futur. Prenons un exemple, un de nos clients, Coach House, un client anglais, c'est un des principaux fournisseurs de mobilier et d'objets publicitaires cadeaux pour les professionnels en Angleterre. C'est un client de Young Rich depuis longue date, à qui on a accompagné sur de nombreux projets. Pardon. Non. En principe, là, il y a une vidéo, alors je peux essayer de faire quelque chose, mais... Non. Non. Ça part à la fin. Pourquoi ça part à la fin? Donc là, vous devriez voir une vidéo de notre client Coach House. Je vous raconte Coach House. Donc, on les accompagne depuis de nombreuses années. On a commencé par installer des systèmes manuels ou semi-manuels avec de la préparation de commandes en chariot accompagné, voilà. Puis, ils nous ont sollicité pour qu'on équipe le WMS. On leur a fourni un WMS qui leur a permis de gérer les stocks, les préparations de commandes et la distribution de marchandises. Donc, vous voyez, ça, c'est les systèmes manuels et semi-manuels. Et donc, le dernier projet en date, c'est la construction de ce bâtiment grande hauteur. Il fait plus de 32 mètres pour stocker une partie de leurs produits volumineux, les canapés en particulier. Donc, en effet, Coach House, pendant la pandémie, les impacts d'approvisionnement ont été très durs pour eux. Ils étaient dans l'incapacité de livrer correctement leurs clients. Et donc, ils nous ont demandé de les aider à donner de la résilience justement pour cette partie stockage. On a convenu que le meilleur compromis pour eux, pour rester sur le même terrain où ils étaient, c'était de construire ce bâtiment de 32 mètres de haut pour y mettre 3 allées de transstockeurs que nous avons d'ailleurs adaptées pour pouvoir prendre en considération ces palettes un peu hors normes et stocker ainsi tous leurs canapés à l'intérieur. Aujourd'hui, ils ont gagné 40% de stockage supplémentaire avec ce nouveau magasin. Ça leur a permis aussi de passer plus de flux en restant sur le même périmètre en termes d'effectifs et le même périmètre de travail sur 2 équipes au lieu de passer sur 3. Ils pensaient qu'ils devraient passer sur 3. Et en fait, cette augmentation de la capacité de stockage, elle leur a permis d'être beaucoup plus sereins pour voir les nouvelles contraintes et les éléments incontrôlables qui pourraient arriver puisqu'ils ont du stock maintenant pour tenir. Et donc, ils envisagent la vie avec beaucoup plus de confiance. Merci. Donc maintenant, je vais vous présenter une sorte de boîte à outils qu'on a mis en place pour, finalement, l'idée, c'est de se poser la question, de rechercher des critères qui vont nous permettre d'identifier le potentiel d'automatisation des flux chez nos clients. Il ne s'agit pas de cocher la case pour chacun de ces 7 critères, mais chacun pris indépendamment va révéler un potentiel et l'intérêt d'automatiser tout ou partie des flux. Le premier critère que l'on va évaluer, c'est le degré de standardisation. Alors par standardisation, on sait que l'automatisation impose finalement de limiter le nombre de formats de charge pour éviter de se retrouver dans des situations ou des solutions qui sont assez coûteuses ou assez complexes à mettre en œuvre. Par contre, standardisation, et c'est ce qu'on vient de voir, ne veut pas dire simplement de la palette euro. À partir du moment où les formats de charge sont bien définis, il existe des solutions pertinentes et faciles à mettre en œuvre pour pouvoir automatiser ces flux-là. L'autre indicateur concernant la standardisation, c'est aussi bien évidemment la notion de tâches répétitives qui vient mettre un focus sur ce potentiel. Le deuxième critère que l'on va évaluer, il s'agit du nombre de références. Effectivement,
quand on a un nombre de références qui augmente, d'une part, on va être aux limites de ce que l'on peut gérer manuellement, et d'autre part, on peut se faire face à une augmentation de plus en plus importante du nombre d'erreurs, ce qui va pénaliser l'activité. Le troisième critère qu'on regarde, c'est les coûts logistiques et leur évolution. Ce qu'on connaît tous, c'est la situation où on a des allées larges avec les références qui sont implantées en picking au niveau du sol. Et à partir du moment où les flux augmentent pour répondre aux nouvelles cadences, on va commencer à rajouter des moyens, donc rajouter des chariots, rajouter des opérateurs. Et ce que vous connaissez tous certainement, c'est le moment où finalement rajouter des moyens ne permet pas d'augmenter les flux dans la même proportion et ne fait que faire exploser les coûts logistiques. Donc le suivi de ces coûts logistiques et de leur évolution est aussi l'indicateur qui va nous permettre de se poser la question sur la pertinence d'automatiser à ce moment-là. Le manque de lisibilité des processus, autrement dit, quand on parle d'automatiser, il faut en même temps faire cette démarche de rentrer dans une certaine démarche lean et finalement de mettre en place un certain nombre de processus. Les situations que l'on rencontre quand on commence à échanger avec un client, effectivement, on regarde la situation initiale, on regarde les charges, on regarde les flux, on discute aussi avec les opérateurs. Et quand on a un opérateur qui nous parle d'une façon de travailler, mais qui n'est pas la même que celle de son collègue et qui est encore différente de celle de l'intérimaire, on sait qu'au-delà que l'accompagnement du changement va devoir être plus important, parce qu'en même temps qu'on va introduire un nouvel outil, on va aussi introduire de nouveaux process. Et à ce niveau-là, c'est un indicateur qu'on suit attentivement, finalement, pour évaluer l'impact de cette transformation. Le moteur de croissance, souvent, le fait de se poser la question, comment est-ce qu'on va continuer de se développer? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va créer une nouvelle gamme? Est-ce qu'on va activer de nouveaux canaux de distribution? C'est aussi le moment de se remettre en question sur l'organisation actuelle et de se poser la question de la pertinence de l'automatisation. Le manque de personnel qualifié, c'est quelque chose qu'aujourd'hui est incontournable. On sait qu'il y a des difficultés à recruter de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qualifiée. Et à ce niveau-là, quand on a des collaborateurs dont on est satisfait, il est très important de les mobiliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et l'automatisation à ce niveau-là pourra permettre de les décharger d'un certain nombre de tâches. Enfin, le dernier critère que l'on regarde, c'est celui du secteur d'activité. Parce que ce que l'on constate, c'est que bien souvent, lorsque à l'intérieur d'un secteur d'activité, un client fait le choix, et qui à ce moment-là est plutôt le pari de l'automatisation, souvent c'est quelque chose qui devient le nouveau standard du secteur. Et on sait que progressivement, c'est quelque chose qui va se déployer pour tous les autres clients du même secteur d'activité. Tout ceci doit être fait dans une démarche où, en même temps, quelles que soient les craintes qu'on puisse avoir et la difficulté qu'on a à se projeter, on doit faire l'effort d'imaginer des scénarios, de faire des prévisions, de se poser la question, est-ce qu'on va élargir la gamme de produits? Est-ce qu'on va changer de canal de distribution? Est-ce qu'on va aller attaquer de nouveaux marchés? Pour finalement se donner une perspective et donner toujours une vision d'avenir. Alors, l'automatisation, en général, ce sont des projets très ambitieux, stratégiques pour une organisation qui vont demander énormément de réflexion, de travail, d'énergie autour de ce projet. Et donc, le droit à l'erreur n'est pas vraiment une option. Donc, nous avons identifié ce qui, pour nous, reste les 3 facteurs clés de réussite d'un projet d'automatisation. Donc, on va déjà parler du système, des équipements, du système d'information qui va le relier tous. Les systèmes d'automatisés existent pour la plupart depuis de nombreuses années maintenant, donc ils sont relativement bien éprouvés tous, ils continuent à évoluer parce qu'on peut toujours améliorer leur performance et leur fiabilité. En parallèle, nous avons de nouveaux arrivants sur le marché qui viennent challenger les acteurs traditionnels en proposant de nouveaux produits, de nouvelles solutions qui viennent toujours en réponse à cette
cette consommation, ce consommateur qui n'arrête pas d'évoluer, qui demande toujours plus d'agilité, de flexibilité. Et justement, les produits doivent apporter cette résilience à ce changement de nouveau. Alors, nous avons les interfaces, les produits, justement, dans ce monde complexe et complet de solutions. Il nous semble indispensable de se faire accompagner par une entreprise avec une expertise intralogistique à 360 degrés pour justement pouvoir trouver les meilleures solutions dans ce projet de mécanisation. Donc cette entreprise donc, qui serait le concepteur et qui soit capable d'identifier avec vous les flux récurrents, on en a parlé tout à l'heure, des flux qui relèvent du pic, et comme ça pouvoir déterminer quel processus on va mécaniser, quels processus vont rester manuels et comment progressivement, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise et de l'organisation, on va pouvoir basculer des flux manuels vers le flux mécanisé. Et toujours avec les mêmes idées en ligne de mire. Donc fiabiliser les processus et les stocks, garantir la sécurité des marchandises et du personnel et toujours dans l'idée de favoriser la croissance, mais en gardant des durées de ROI relativement raisonnables. Une fois que le concept est trouvé et qui est prêt à être réalisé, ben le facteur clé numéro 3 est l'implémentation. Un projet d'automatisation implique très généralement des changements majeurs au sein d'une organisation. Donc il est important de se faire accompagner encore une fois par un expert dans le domaine, donc quelqu'un qui soit capable de vous accompagner aussi tout le long du process d'installation, de démarrage et d'implémentation de la solution sur site. Et une fois que la solution est mise en service, après le go live, ben cette entreprise doit être capable aussi de vous offrir un service client de proximité pour qu'il soit toujours à vos côtés pour vous permettre de tirer le meilleur parti possible de ce système et qu'il devienne ainsi le facteur, l'avantage stratégique que vous aviez imaginé au démarrage du projet. Donc, je pense que vous l'avez compris. Il est primordial d'être bien accompagné pour identifier les critères d'automatisation et construire les hypothèses de développement stratégique. C'est ainsi que la mise en œuvre de votre projet d'automatisation, elle permettra de combiner à la fois retour sur investissement et résilience. Et je pense que vous êtes convaincus aujourd'hui que c'est indispensable dans le contexte d'accélération du changement que nous vivons tous. Quand je regarde finalement un petit peu vers l'arrière et au début de ma carrière, j'ai eu à traiter d'un projet où en fait il s'agissait finalement de repenser une organisation pour une entreprise du secteur textile. Et on s'est posé la question à ce moment-là des différentes solutions à mettre en œuvre pour donner à ce système finalement la durée de vie la plus longue possible. Donc on a imaginé pas mal de scénarios. Et finalement, la solution vers laquelle on s'est tourné, ça a été de combiner une solution automatisée de stockage donc du stock de masse, basée sur des transstockers. Et pour garder une flexibilité, et puisqu'on ne pensait pas encore résilience à cette époque-là, sur la partie préparation de commande, finalement de passer sur une solution qui était implantée manuellement, qui permettait de facilement s'accommoder des changements de collection, des changements de format entre la collection hiver et la collection été, voire des changements dans l'organisation des points de vente. Donc tout ceci, finalement, c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve dans l'ADN de Jung & Rich. Je vous l'ai dit, nous fêtons nos 70 ans cette année, mais dès le début, il y a eu dans notre approche cette volonté non pas simplement de développer des produits, mais vraiment de proposer une solution. C'est pour ça que très tôt dans l'histoire de l'entreprise, ça fait 65 ans aujourd'hui que l'on vend du rayonnage. Ça fait quasiment 60 ans qu'on propose des solutions de chariots automatiques et ça fait 40 ans qu'on propose des solutions de stockage automatisées. Et finalement, ce qui fait notre force et ce qui fait notre capacité à avoir dès le début cette approche 360 degrés
qui va à la fois combiner le manuel et l'automatisation. C'est bien de cette alchimie qu'on va pouvoir mettre en œuvre entre ces différentes solutions et qui est au cœur de notre approche, qui est celle de la juste automatisation. Eh bien, il est temps d'aller déjeuner maintenant. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous.